tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette troisième semaine. On espère que vous êtes toujours aussi motivés. Donc cette troisième semaine s'appelle Connecting the Dots. Donc je vais vous expliquer un petit peu de quoi il s'agit. Vous avez fait deux super ateliers avec Emeline et Sabine qui vous ont normalement bien aidé pour aller chercher, fouiller, creuser dans votre passé et faire ressortir votre ligne de vie et plein de questionnements auxquels vous n'aviez pas forcément les réponses. Maintenant, vous êtes là, vous avez ça, qu'est-ce qu'on en fait? Et bien, on va essayer de connecter tout ça, de mettre en relief tout ça pour que vous créiez votre propre constellation et que vous fassiez ressortir votre Ikigai. Alors, je suis particulièrement contente de vous accompagner pour cet atelier parce que, comme je vous l'ai dit dans ma présentation, quand je fais des reconversions, ou en tout cas j'aide des candidats dans les reconversions professionnelles, on utilise ces ressources-là, qui sont les talents évidemment, le questionnement, comme vous l'avez fait avec Émile, et puis pas la ligne de vie, mais moi je prends le CV en support. Donc là je suis contente de le faire pour l'Ikigai et vous aider au mieux. Alors l'intérêt de Connecting the Dots, donc de faire des connexions, c'est de faire le lien entre votre vous passé et votre vous présent pour créer votre vous futur. Cher coach, vous le savez. Donc pour certains, la ligne de vie, c'est un exercice qui est un petit peu abstrait, tout comme Connecting the Dots, mais là vous arrivez quand même à toucher le dur du problème. Donc la ligne de vie, elle doit vous servir de guide. Donc mettez-la devant vous et regardez ce qui ressort, ce que vous aimez, les moments où vous pouvez passer des heures à faire quelque chose sans vous en rendre compte. Ça peut être des amis qui vous disent mais toi tu passes ton temps à faire ça, tu y passes des heures, moi je serais incapable. Ça c'est des petits indices qu'il faut que vous catchiez, voilà, dans la recherche de votre Ikigai. Ça peut être votre mari, votre conjoint, vos enfants qui vous voient faire des choses qui sont évidentes pour vous mais qui ne le sont pas du tout pour le commun des mortels. Alors toujours dans l'intérêt de faire ressortir des talents ou des éléments que votre mémoire a oubliés, c'est un exercice que je fais souvent faire aux candidats dans les reconversions professionnelles pour faire ressortir leur driver et ce qui est très important pour eux. Je les invite, et donc je vous invite aujourd'hui à le faire, à prendre un thé, à appeler votre grand-mère, si par chance vous l'avez encore, votre tante, votre oncle, vos parents, des gens qui vous ont côtoyé quand vous étiez très petit, pour aller voir le moi passé, ancien, pour avoir des choses qui étaient évidentes quand on est enfant et qui s'oublient avec le temps, parce que vous le verrez dans un exemple un petit peu plus tard, on a d'autres distractions qui arrivent et qui nous font oublier malheureusement notre propre essence et ce pourquoi on était fait. Donc le petit exercice cette semaine que vous allez faire quand vous voulez, je vous invite même à le faire avec plusieurs personnes, c'est donc de contacter quelqu'un qui vous a connu enfant. Alors enfant à partir de 3 ans, parce que pour certains c'est déjà très vieux, des choses que vous faisiez régulièrement ou qui vous caractérisaient. Donc prenez 1, 2, 3 minutes pour discuter et dire à ces personnes-là, qu'est-ce que tu retiens de moi quand j'étais petit, ce que j'aimais faire, ce qui paraissait évident et qui était différent des autres. Je vous prends un exemple avec mon conjoint. La première fois que j'ai rencontré les personnes de sa famille, ils m'ont tous répété qu'il adorait regarder les fourmis. Il passait un temps énorme à regarder les fourmis. Et donc ça, c'est le caractère, c'est le trait de caractère qu'il a encore aujourd'hui. Il est très observateur. Alors, il n'a pas fait son métier forcément dans l'observation, mais je pense que si un jour il doit se reconvertir, il ira, il adore découvrir, etc. Ça peut être des petits indices, tout le monde ne regarde pas forcément les fourmis, qui peuvent être intéressants pour vous à ressortir. Donc, prenez du temps pour appeler des parents, des gens autour de vous qui ont pu vous connaître et peuvent faire ressortir des choses, ce que vous vouliez faire quand vous étiez petit, voilà, des caractéristiques qui sont propres à vous. Alors, je ne vous ai pas précisé aussi pourquoi je vous demande de faire cet exercice, c'est parce que votre mémoire à vous ne suffit pas et vous ne pouvez pas être capable de savoir, de vous rappeler ce qu'étaient les grands traits de votre personnalité enfant ou adolescent parce qu'il y a un conflit d'intérêts. Hein. Alors que les gens à qui vous allez demander ça, eux n'ont pas de conflit d'intérêts, donc ils peuvent vous dire vraiment ce à quoi vous passiez votre temps à faire, quelles étaient vos passions, votre péché mignon, ce que vous faisiez quand vous vous ennuyez, ça c'est assez important. Et puis, ça je crois que je vous l'ai dit, mais quelle est la chose la plus étonnante qu'ils ont retenue de votre moi petit. Dans le cas où ressort quelque chose d'un peu négatif, pas de panique, vous êtes coach, vous le savez, tout défaut est un talent qui s'épanouit au mauvais endroit. Donc surtout, on ne panique pas. Moi, quand j'étais petite, on disait toujours que j'étais la plus bavarde et que je passais mon temps à parler, etc. Bon, j'en ai fait quelque chose aujourd'hui. Voilà, j'aime écouter les gens et parler, et c'est pour ça que j'adore faire passer des entretiens.
Pour illustrer l'utilité de se pencher sur notre enfance avec nos proches, donc proches au sens large, je vous extrais un passage du livre de Glennon Doyle qui s'appelle Indompté. Je vous recommande vivement de le lire pour ceux qui ne l'ont pas déjà lu, puisque c'est un mix de coaching, de psychologie, sur des exemples qui est vraiment passionnant. Donc dans cet extrait, Glennon nous raconte comment les talents créatifs de son fils se sont envolés avec la technologie. Ça risque de parler à certains d'entre vous, donc c'est à méditer pour nous également. Quand Chase était petit, il s'installait à la table de la cuisine pour dessiner des cartes du monde et faire des listes de tous les pays et de leurs capitales. Il passait des après-midi entiers à composer des paroles de chansons et nous retrouvions ces petits poèmes dans toute la maison. Quand il a eu 13 ans, nous lui avons acheté un téléphone portable parce qu'il en avait terriblement envie et nous voulions qu'il soit heureux. Peu à peu, nous l'avons vu s'effacer. Il a arrêté de dessiner des cartes, de lire et d'écrire, et nous n'avons plus retrouvé de poèmes dans la maison. Quand il était avec nous, je sentais son besoin d'être plutôt ailleurs, si bien que même quand il n'était pas sur son téléphone, il était absent. Il ne faisait qu'errer parmi nous. Ses yeux ont changé. Ils sont devenus plus ternes et plus lourds. Il avait les yeux les plus brillants que je n'avais jamais vus, puis en une journée, il ne l'était plus. Dans son téléphone, Chase a trouvé un lieu où il était plus facile d'exister que dans son propre corps. C'était tragique, car c'est dans l'inconfort de ce corps qui nous démange que nous découvrons qui nous sommes. Quand nous nous ennuyons, nous nous demandons ce que nous avons envie de faire de nous-mêmes. Nous sommes amenés vers certaines choses, une feuille, un crayon, une guitare, la forêt au fond du jardin, un ballon de foot, une spatule. Le moment qui suit, celui où nous ne savons pas quoi faire de nous, est celui où nous nous découvrons. Juste après l'ennui qui démange, se trouve la découverte de soi. Cependant, il faut demeurer à cet endroit suffisamment longtemps pour s'en évader. Voilà, il y a même les cloches qui sont là pour célébrer ce moment. On vous laisse donc cette semaine faire le point sur tous ces éléments, tout ce que vous aurez pu faire ressortir de nouveau pour faire ressortir vos passions, ce qui vous anime, etc. De là, que va-t-il se passer ? Pour certains, vous avez déjà commencé les cleans. Pour d'autres, si ce n'est pas le cas, que va-t-il se passer ? Des peurs, les peurs qu'on a tous, vont revenir, vont ressurgir et ça va vous faire des freins dans l'accès à votre nouvelle vie, à votre ikigai. J'entends par là. C'est un schéma naturel que de se dire, parfois, alors je reviens même en arrière, parfois pour certains c'est très clair, on sait très bien, je rêverais de faire ça. On se le dit souvent, si je pouvais, si je pouvais. Si je pouvais, si j'avais la capacité de le faire, si seulement j'avais pas besoin d'avoir un salaire fixe, si seulement on a tous plein de raisons. C'est donc, vous êtes des coachs, vous le savez, des freins, des croyances limitantes et c'est là que nos Magic Cleaners interviennent. Donc je vous invite à prendre contact avec David, Caroline et notre chère Karine pour vous faire cleaner. C'est un outil super pour ça. Je suis un très bon exemple pour vous dire que j'ai des candidats en permanence qui se réorientent, qui changent de voie, qui commencent une formation. Oui, il y a de la peur, mais c'est possible. Vous êtes vous-même coach, vous avez fait une formation, on est encore capable d'apprendre quand on est adulte, quand on a des enfants. On n'a qu'une seule vie. Ne l'oubliez pas. Donc, s'il vous plaît, allez voir ça, allez le creuser, que ce soit avec un coach, avec des cleaners. Mais c'est cette semaine ou la semaine prochaine que ça va arriver, les peurs, les freins, etc. Il faut absolument les surpasser. La meilleure illustration de Connecting the Dots peut venir que de Steve Jobs, le fondateur d'Apple, puisque c'est lui qui m'a inspiré le concept. Donc, je vous mets tout de suite le discours qu'il a fait à Stanford, aux diplômés de 2004, je ne sais plus, 2005, qui est un discours très inspirant. Et Connecting the Dots, la première fois que je l'ai vu avec lui, ça m'a tout de suite parlé. Donc je pense que c'est très bien de prendre le fondateur du concept pour vous montrer et pour illustrer tout ça. On se retrouve juste après. Truth be told, I never graduated from college, and this is the closest I've ever gotten to a college graduation. Today, I want to tell you 3 stories from my life. That's it. No big deal. Just 3 stories. The first story is about connecting the dots. I dropped out of Reed College after the first 6 months, but then stayed around as a drop-in for another 18 months or so before I really quit.
So why'd I drop out? It started before I was born. My biological mother was a young, unwed graduate student, and she decided to put me up for adoption. She felt very strongly that I should be adopted by college graduates, so everything was all set for me to be adopted at birth by a lawyer and his wife. Except that when I popped out, they decided at the last minute that they really wanted a girl. So my parents, who were on a waiting list, got a call in the middle of the night asking, "We've got an unexpected baby boy. Do you want him?" They said, "Of course." My biological mother found out later that my mother had never graduated from college and that my father had never graduated from high school. She refused to sign the final adoption papers. She only relented a few months later when my parents promised that I would go to college. This was the start in my life. And 17 years later, I did go to college. But I naively chose a college that was almost as expensive as Stanford. And all of my working class parents' savings were being spent on my college tuition. After 6 months, I couldn't see the value in it. I had no idea what I wanted to do with my life, and no idea how college was going to help me figure it out. And here I was, spending all of the money my parents had saved their entire life. So I decided to drop out and trust that it would all work out okay. It was pretty scary at the time, but looking back, it was one of the best decisions I ever made. The minute I dropped out, I could stop taking the required classes that didn't interest me and begin dropping in on the ones that looked far more interesting. It wasn't all romantic. I didn't have a dorm room, so I slept on the floor in friends' rooms. I returned Coke bottles for the 5-cent deposits to buy food with. And I would walk the 7 miles across town every Sunday night to get one good meal a week at the Hare Krishna temple. I loved it. And much of what I stumbled into by following my curiosity and intuition turned out to be priceless later on. Let me give you one example. Reed College at that time offered perhaps the best calligraphy instruction in the country. Throughout the campus, every poster, every label on every drawer was beautifully hand calligraphed. Because I had dropped out and didn't have to take the normal classes, I decided to take a calligraphy class to learn how to do this. I learned about serif and sans serif typefaces, about varying the amount of space between different letter combinations, about what makes great typography great. It was beautiful, historical, artistically subtle in a way that science can't capture, and I found it fascinating. None of this had even a hope of any practical application in my life. But 10 years later, when we were designing the first Macintosh computer, it all came back to me. And we designed it all into the Mac. It was the first computer with beautiful typography. If I had never dropped in on that single course in college, the Mac would have never had multiple typefaces or proportionally spaced fonts. And since Windows just copied the Mac, it's likely that no personal computer would have them. If I had never dropped out, I would have never dropped in on that calligraphy class, and personal computers might not have the wonderful typography that they do. Of course, it was impossible to connect the dots looking forward when I was in college, but it was very, very clear looking backwards 10 years later. Again, you can't connect the dots looking forward. You can only connect them looking backwards. So you have to trust that the dots will somehow connect in your future. You have to trust in something, your gut, destiny, life, karma, whatever. Because believing that the dots will connect down the road will give you the confidence to follow your heart, even when it leads you off the well-worn path. And that will make all the difference. Je suis désolée pour l'anglais, j'espère que la plupart d'entre vous ont compris le message que nous a fait passer Steve Jobs, qui n'a pas été diplômé. Le plus important, c'est de construire son futur en regardant notre passé pour prendre tous ces éléments. Moi, je voulais être psychologue quand j'étais petite, et au final, je m'en rapproche aujourd'hui. Et tous les éléments de ma ligne de vie font que, inconsciemment, je me suis rapprochée de ça. Et j'ai d'autres projets, et pareil, si vous prenez la ligne de vie, tac, 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 je me rends compte que ça a du sens. Donc, pas de panique,
prenez le temps de digérer un petit peu tout ça. Soyez indulgents avec vous-même parce qu'aujourd'hui, on a plein de distractions et on ne prend pas le temps. Donc, je vous invite à prendre le temps. Alors, en conclusion, prenons le temps de nous ennuyer. Je le répète, prenons le temps de nous ennuyer pour découvrir notre histoire et notre ikigai, notre pourquoi. C'est toujours tout près, on ne le voit pas forcément. Donc, prenez le temps de vous reconnecter à vous-même avec bienveillance, à votre passé, pour faire émerger la partie invisible de l'iceberg, qui est pourtant là, elle est en dessous, elle est cachée, mais elle est en nous. Alors avancez sereinement, on espère que cet atelier numéro 3 vous aura bien aidé pour avancer dans la recherche de votre Ikigai. Et je vous laisse avec une autre citation de Glennon Doyle, pour vous donner plein de force pour continuer d'avancer. Très bonne semaine à vous et à très bientôt.